Bonsoir, chers camarades, chers amis, chers adhérents. Je commence par m'excuser d'une aussi longue absence pour plagier un titre célèbre. Alors que grâce à Adrien, on avait retrouvé un rythme régulier, bi-hebdomadaire en gros. Hein. Mais bon, je ne sais pas. Dès qu'on donne ses raisons, on a l'impression qu'on s'excuse et que tout est bidon, donc je ne vais pas développer. Mais j'ai eu quelques soucis de santé. J'en aurai de plus en plus. Estimez-vous heureux que je sois encore là devant vous. J'ai beaucoup de sollicitations extérieures, puisque certains d'entre vous le savent déjà, je suis invité à faire une intervention sur le thème de ce qu'est devenu la gauche aujourd'hui en Europe en général, et enfin dans le monde, mais surtout en Europe, et son rapport avec la Révolution française, en Allemagne, à Leipzig. Je ne suis pas allé depuis longtemps. Je vais donc voir les deux plus grandes villes de l'ex-Allemagne de l'Est, de l'ex-Deutsche Demokratische Republik, Leipzig et Berlin. Je ne reverrai pas à Leipzig la Karl-Marx-Universität, mais je suis ravi de revoir ces lieux si importants dans l'histoire de la pensée révolutionnaire, soit dit en passant. Donc, ce soir, je ne dois pas être le seul, hein. Je suis, ce soir, si c'était que ce soir, par les temps qui courent, je suis préoccupé par l'accélération, n'est-ce pas, alors, certains diront du déclin de l'Occident. Vous savez que ce n'est pas des termes à moi, mais ce n'est pas grave. Mais enfin, c'est pour qu'on se comprenne en gros de quoi il s'agit. Je prends un terme extensif comme Occident. Bon, je ne vais pas revenir, je ne vais pas répéter. Je sais bien que j'aime bien tourner en rond, mais quand même, que je vais quand même le faire parce qu'il y a du nouveau qui s'agrègent, et tant mieux, à nos habitudes d'entretien philosophique. Et il faut que je rappelle à ceux qui ne l'ont pas encore entendu que si vous interrogez c'est quoi l'Occident au sens propre, c'est l'Ouest. Je vais vite, hein, parce que je n'ai pas le refaire tout entier à chaque fois. À la socratique, quoi, qu'appelles-tu l'Occident? Ben, c'est ce qui est à l'Ouest. Bon, oui. Depuis que la Terre est ronde, c'est où l'Ouest? C'est où vous voulez. Vous tirez votre chaise et vous êtes toujours à l'Ouest. Ça dépend de quoi. Hein. En Pologne, vous êtes à l'Est de la Russie, à l'Est de l'Allemagne et vous êtes à l'Ouest de la Russie. Pologne, c'est l'Occident de la Russie, que je vous dis. Je peux même vous dire que la Russie, c'est l'Occident. Vous n'avez qu'à vous promener à l'extrémité orientale de la Sibérie, là tout près, là où ils sont à 5 km des États-Unis. Le détroit de Bering, vous voyez là où il y a l'Alaska du côté américain et l'Union soviétique, j'allais dire, vous voyez. Il n'est d'acte manqué que de l'inconscient, comme dirait l'autre. En réalisation d'un désir. Et les deux se rencontrent dans deux petites îles, la petite Diomède et la grande Diomède, peuplées à l'origine par des Inuits, qui sont maintenant envahis de part et d'autre, côté américain et russe, de radars, de machin, d'installations militaires. Bon, à cet endroit-là, les États-Unis sont à l'est de la Russie. Ouais. Non, allez, l'Occident. Vous voyez bien que c'est pas géographique. Depuis qu'on sait que la Terre est ronde, c'est où vous voulez. Ah oui, allez, Pagani, tu ne vas pas nous faire des finasseries. C'est très bien que ça veut dire, en gros, les pays occidentaux. Mais non, enfin, les pays européens, quoi, la civilisation, comme si c'était la seule. Les pays européens. Ah bon? Je croyais que les leaders de l'Occident, c'était les États-Unis d'Amérique. C'est pas en Europe, ça. Ah mince. Vous voyez, Socrate, c'est ça la méthode. On propose une définition et on voit les contradictions. Mais ça ne marche pas non plus. Ah oui, mais alors ça suffit maintenant, c'est les pays industrialisés. Eh bien, le Japon est un pays occidental. Moi, je croyais que c'était l'Extrême-Orient, d'après les livres de géographie. Mais d'après vous, c'est aussi l'Occident. Vous voyez? Eh bien, on ne va pas y arriver. Vous savez pourquoi? Et je finis vite mon petit rappel. On n'y arrivera pas parce que ce n'est pas un concept positif, comme je dis, le concept de pullover, le concept de clavier, le concept d'ordinateur, le concept de voiture, d'étoile. Bon, là,
Ça nous pose des choses, on voit des choses, on se représente des choses. Tandis que là, c'est un mot fait pour qu'on ne voit pas, pour qu'on cache. Ça s'appelle un concept occultant, si vous voulez faire les malins. C'est pour pas dire le capitalisme, l'impérialisme atlantiste. Alors là, je sais de quoi je parle. Là, le Japon est dedans. Oui, il est allié des Américains, là, de base, et puis, oui. Il a un contentieux avec la Chine, où il a déjà fait 17 millions de morts, mais c'est pas grave, c'est les Chinois. Comme les Allemands ont fait 30 millions de Popov en moins. Chose dont la Russie ne s'est toujours pas tout à fait remise. Alors voilà. Pourquoi je parle de l'Occident? Pour ne plus en parler, pour dire, on a un code ensemble, je vous propose, hein, vous n'êtes pas obligé, l'impérialisme atlantiste. Et à ce moment-là, c'est pas seulement les États-Unis ou l'Europe, il peut y avoir un dictateur africain qui est entièrement financé par la CIA et qui est plus atlantiste, n'est-ce pas, encore que nos dirigeants, ça peut arriver. Et là, regarde, l'Amérique latine, n'en parlons pas, vous voyez, bon, voilà. Alors pourquoi je ne parle pas de la France, quand je disais que ça va vite en ce moment, enfin ça va vite. Pour ce qui est d'avoir un gouvernement et un budget, on ne peut pas dire que ça aille très vite, mais ce qui va vite, c'est le développement de la crise. Hein. Et l'approfondissement de la crise, ça on se moquait pendant longtemps de Marx, putain, Marx il s'est planté complètement, il a annoncé la crise du capitalisme, résultat il ne s'est jamais si bien porté quant aux pays communistes, vous savez dans quel état ils sont, ben oui, quand on vous fait 30 millions de morts et quand on met toujours le truc toujours plus haut, surtout à partir de Reagan, quand il a fait la guerre des étoiles, et que les Russes, au lieu de construire des logements, de la santé, de l'éducation, il faut construire des canons, des fusées, des missiles, pour continuer à exister. C'est sûr que ça ne favorise pas tout à fait le développement. Enfin, passons. Tout ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous en sont à peu près conscients. Je prenais un exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, je prenais l'exemple de l'Éthiopie. L'emblème même du pays, vous savez, on a eu des photos des famines en Éthiopie, des enfants dont on voyait les côtes. Je ne suis pas voyeur, je n'insiste pas. Et bien c'est avec des pays comme ça que dès qu'ils ont fait leur indépendance et qu'ils ont fait une option marxiste, communiste, et Dieu sait si à l'époque ça marchait, puis qu'ils ont eu une félicitation de l'UNESCO pour la réussite de leur politique éducative, c'était un monde d'analphabètes et tout d'un coup il y a eu une politique scolaire particulièrement féconde, on leur a envoyé 3 guerres, 3. Une guerre par la Somalie, une guerre par l'Érythrée, et une guerre par le sud, par le Soudan, où il y avait les alliés atlantistes. Vous voyez, c'est... Alors pourquoi j'élargis comme ça? Parce que pour vous proposer un contre-argumentaire, si je peux servir à ça. C'est déjà quelque chose, si vous voulez. C'est pas tout, mais c'est pas rien. Vous savez, parce que vous entendez dire « Oh, c'est terrible, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire un gouvernement, là, socialiste, la France insoumise, comment la gauche peut-elle encore exister, on se demande. » C'est un discours qu'on entend souvent maintenant, on est allergique au mot gauche. Hein. On ne peut pas dire que c'est une gauche très inquiétante. Vous n'imaginez pas Hollande en train de faire trembler le MEDEF. Il faut voir le sens du ridicule. Bon, le France insoumise, pour Gaza, ils ont assumé quand même. Ils ont fait du boulot. Enfin, bon. J'ai toujours un excellent ami, je ne donnerai pas le nom pour ne pas le gêner, mais qui est à la France insoumise, et qui occupe un poste important, qui me disait chez nous, il y a des déçus de PC, il y a des déçus de PS, il y a des écoles, c'est le bordel. Voilà. De tous les côtés. Il faut mettre tout ce monde-là d'accord. Non. Mais cette gauche-là, déjà, ça terrorise. On voit le bolchevique au couteau entre les dents. Vous voyez Mélenchon avec un couteau entre les dents. C'est un bon tribun. Hein. Enfin, laissons cela. Ce n'est pas le procès de la gauche non communiste qui m'occupe ce soir. Il y a ceci à dire. Cette gauche non communiste qui a commencé, et anticommuniste qui a commencé avec la guerre froide. C'est un autre débat. Je dis juste pour ceux qui ne le savent pas encore, que celui qui a financé le démarrage de Force ouvrière pour faire concurrence à la CGT, pour faire scission surtout, c'est un Américain de la CIA qui le dit dans ses mémoires. Je ne suis pas dans la théorie du complot, c'est lui-même qui le dit. Vous n'allez pas être plus royaliste que le roi. Tu ne veux pas dire que les gens qui sont à fous sont tous des atlantistes
Ils ne savent pas tout ça en gros. Hein. Il peut y avoir des gens sincères là-dedans, qui sont des illusions, mais sincères. Bon. Alors pourquoi? Parce qu'on vous dit, ils n'arrivent pas à s'entendre, les partis de droite non plus, c'est lamentable. Alors, c'est la France est plus lamentable que les autres pays. Attention, quand vous attendez ça, la France est le pays de la Révolution, et il y a toute... De Gaulle est français, Pétain est français. Je ne suis pas en train de faire lui dire du bien ou du mal de la France, hein, chacun sa France. Voilà. La mienne, vous vous en doutez, c'est pas Pétain, c'est pas la contre-révolution. Mais il y a une constante depuis la Révolution française qui est de dénoncer le jacobinisme. Enfin, vous savez, la plupart d'entre vous comprendrez bien ce que je veux dire. Voilà, en plus de Gaulle qui n'a rien arrangé, là, un homme de droite qui vient comme ça faire des nationalités, enfin, un peu coincé à être obligé, avec un des meilleurs gouvernements qu'on ait eu quand il y avait des communistes à gauche et des gaullistes à droite, faire des nationalisations, sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. De Gaulle. J'ai voté contre lui pendant tout le temps qu'il était là, hein, si ça peut éviter des contresens à certains d'entre vous, qu'on continue à dresser contre le gaullisme, mais pas... moi je votais contre, donc j'ai des tas de choses à lui reprocher, mais il y en a qui lui reprochent d'avoir été trop à gauche, je ne sais pas si vous voyez. De même qu'on disait que Roosevelt, au moment du New Deal, pratiquait une politique bolchevique. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'on ignore complètement. Ceux qui m'écoutent depuis un peu régulièrement savent que je cite souvent un ouvrage d'un sociologue des années 50, Maurice Halbwachs, d'origine alsacienne, dont l'intervention se résume à ce très beau titre, Les cadres sociaux de la mémoire. Je vous le recommande d'ailleurs, ça se trouve encore. Et ça veut dire que dans la mémoire collective, dans notre manière de raconter l'histoire, donc, il y a une partie qui n'est pas ma partie, donc je ne me prononce pas, biologique, enzyme, machin, trace mnésique dans le cerveau, pas ma partie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la biologie dans la mémoire. Est-ce qu'il y a des relais collectifs? Parce que si on ne vous parle jamais de ce qui s'est passé, je dis n'importe quoi, pendant la guerre d'Indochine, d'Algérie, vous avez l'impression qu'on a fait que le rapporter des écoles, des hôpitaux, des routes. Oui. Et non pas de la boue, du sang et des larmes, bien souvent. C'est ce pauvre Vietnam qui a dû lutter contre les deux plus grandes puissances impérialistes de l'époque, qui a fait d'abord la guerre d'Indochine contre les Français, et qui, à peine exsangue, sortant victorieuse après Dien Bien Phu, s'est ramassé la guerre du Vietnam contre les Américains. Sympa, hein? Bon, c'est pas mon sujet, c'est pour rappeler ce que je suis en train de dire. Pourquoi j'ai une approche globale, que je parle de l'Occident et non pas seulement de la France. Et pourquoi je critique ceux qui disent oui, mais les Français, de toute façon, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Ils n'ont pas, et là j'y arrive, le sens du consensus. Vous voyez, comme il y en a en Allemagne, hein, où il y a une grande coalition entre la droite du CDU et même à l'extrême droite. Je ne parle pas de l'extrême droite contemporaine, de l'AfD, je parle ici de la droite, de l'extrême droite qui est à l'intérieur du parti qui a gouverné le plus longtemps l'Allemagne dans l'après-guerre, c'est-à-dire la CDU, qui a une aile droite qu'on appelle la CSU. Christlich, bon, bref, les chrétiens démocrates, si vous préférez. C'est la CDU de la Bavière. Petite rappel au passage, les endroits les plus nazis de l'Allemagne, historiquement, géographiquement, je dis les partis, tels que historiquement ils se sont manifestés, tout le monde croit que oui, le nazisme c'est lié au militarisme prussien. Pas du tout. C'est le Midi, le Sud, les gens sympathiques, ont la plume dans le chapeau, ah là là là, et tout, vous savez, la fête de la bière à Munich. Bon, les grands lieux du parti NSDAP, là, les nationaux-socialistes, c'est Nuremberg, Munich, et bien sûr, la patrie d'Hitler, l'Autriche. C'est le Sud. Voilà, je referme cette parenthèse. Eh bien, on n'est pas capable, nous, Français, de faire des consensus, là, comme ça, faire... les Américains, en ce moment, les Américains, c'est dur, le consensus. Mais enfin, la plupart du temps, là, mais aussi, ils sont en panne de budget. Hein. Ils ont le shutdown.
On ne sait pas encore si Trump ne va pas licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires du jour au lendemain. Hein, là. Mais surtout, attendez, pourquoi on nous donne tout le temps ces pays en exemple, surtout l'Allemagne? Quel dynamisme économique, ils ne s'emmerdent pas avec des syndicats qui font la grève, qui font des manifs. Ah bon? Et le résultat, c'est quoi? C'est que l'Allemagne est au bord de la ruine industrielle. Non mais si ça avait réussi, là maintenant, on voit le résultat de ces politiques. L'Angleterre, je ne parle même pas, elle est en panne depuis maintenant 30 ans. Économiquement, ce n'est plus qu'un grouillement de cités financières, c'est-à-dire l'argent qui part de là pour être là, mais ce n'est pas la création de nouvelles richesses, tout ça. Hein. Voilà, l'Allemagne, depuis qu'elle a renoncé à avoir ce qui faisait sa force industrielle, c'est d'avoir de l'énergie à bon marché par un pipeline, un oléoduc, pour revenir à la francophonie, qui part de la Sibérie et qui arrive à Schwedt. Vous ne savez pas où c'est Schwedt? C'est l'ancienne Allemagne de l'Est. Hein. Voilà, pouf, prenez le robinet. À la place de ça, maintenant on achète ce qu'il y a de plus cher. Le gaz déjà, produit par l'explosion des roches souterraines. Vous savez la tendresse que j'ai pour les écolos, donc je leur laisse faire le procès, c'est déjà pas triste. Hein. Et puis, qu'il faut liquéfier, et après, n'est-ce pas, pour les transporter dans des containers en bateau, et ça vient en Europe, c'est 4 fois plus cher, n'est-ce pas, que le gaz qui arrivait à Schwedt. S-C-H-W-E-D-T, si ça vous intéresse. Donc voilà, ça, je vous donne un contre-argumentaire. De quel droit me donne un exemple? Où sont les réussites dans tout ça? C'est l'Occident, de manière globale, qui est en crise. C'est grave ce qu'on est en train de voir. D'accord? On vous parle du déficit de la France, mais le Japon a un déficit beaucoup plus grand. Bon, c'est vrai que la dette japonaise, elle reste propriété des Japonais, alors que nous, la plupart de nos créanciers, ils sont à l'extérieur de la France. Hein. Sympa, hein? Voilà. Donc, je pars de là, mais ça vous en entendez parler, mais peut-être pas dans l'ordre que je suis en train d'essayer de restituer, mais là, tout d'un coup, j'introduis une dimension proprement philosophique que j'emprunte à un non-philosophe. Là encore, c'est un rappel que je fais. On se moque souvent de Hegel qui dit, il dit jamais que la philosophie s'est arrêtée à lui, pas plus que l'art d'ailleurs, il y a des passages très précis où il dit que l'art n'arrêtera pas de se perfectionner, ce qui est fini, c'est sa position qu'il avait de représenter le sacré, l'absolu, bon, bref, on peut d'accord ou pas d'accord sur le débat. Mais enfin, quel ridicule, la philosophie s'est arrêtée à moi. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui compte après Hegel, dans l'histoire de la pensée, qui a fait éditer des milliers de livres de réflexion, ces 3 auteurs, dont aucun ne se situe dans la philosophie. C'est dans l'ordre chronologique, Marx, Nietzsche, Freud. Voilà, donc j'emprunte à Freud, qui n'est pas un philosophe, un médecin, etc., mais qui a inspiré un nombre considérable, qui continue à inspirer des nombres considérables de publications. Je vous rappelle que Marx et Freud sont les 2 cibles de l'idéologie dominante. Je dis ça à ceux qui voudraient se débarrasser de la psychanalyse. J'ai même vu des gens sincèrement marxistes, sincèrement, je n'ai pas dit qu'ils l'étaient véritablement, mais enfin, je veux dire, je ne mets pas la bonne foi en doute, et même militants qui ont dit l'inconscience n'existe pas. J'ai rarement vu un refoulement aussi brutal que cette phrase aussi simple. Je dis ça amicalement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de culture et d'intelligence par ailleurs, mais qui a un blocage à ce niveau-là. Mais il y en a beaucoup parce que dans l'idéologie dominante, Deleuze, Onfray, n'est-ce pas? C'est pas pareil. Hein. Deleuze, c'est un grand philosophe, mais qui a passé son temps à combattre, comment il appelait ça, l'infâme dialectique. C'est la grande contre-révolution philosophique qui commence dans les 70s. Et puis, voilà. Et puis Freud aussi, n'est-ce pas? Charlatan, vous avez tout entendu. Et puis en plus, il avait des maîtresses, vous vous rendez compte? Quand même, comment on peut dire des choses intelligentes et profondes si on se fait un peu plaisir de temps en temps. Et pas Sandrine Rousseau, là, si vous parlez librement, ça va. Voilà, c'est ce que j'emprunte à Freud. Allez, je reviens à mon débat philosophique. La phrase peut-être celle que je trouve la plus profonde chez lui, et qui ne parle ni de sexualité, vous voyez, ni de parenté, de rien. C'est cette phrase très simple et très courte.
les pulsions de mort, il faut remplacer pulsion par instinct, les pulsions de mort progressent en silence. C'est pour ça que j'essaye de vous parler, pour ne pas laisser les pulsions de mort s'étendre. On n'a jamais été si proche, j'ai 80 ans, je ne cesse de le répéter, je suis désolé, et je n'ai jamais vu un danger de guerre aussi brûlant qu'aujourd'hui. Je ne cherche pas à faire peur, j'espère qu'elle n'aura pas lieu, j'espère qu'elle n'aura pas lieu. Je ne suis pas prophète, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais vu aussi peu de distance à l'égard du niveau d'embrasement qui devient incontrôlé. Vous savez, il suffit d'un rien à un moment donné pour que se déclenche ce qu'on appelle dans les chancelleries une logique de guerre. C'est-à-dire que plus rien ne peut rattraper, même pas les politiques. Vous savez, un avion qui en a frotté un autre, là, un bateau qui en a cogné un autre. Bon, bref, après, ça s'emballe les états-majors, et puis les choses irréversibles se produisent. Mais on ne vous en parle pas, ça. Déjà, j'ai vu beaucoup de gens qui disent « Mais non, on exagère le danger de guerre. » Puis les Russes, ils ne sont pas si puissants que ça. C'est de la frime, d'ailleurs. C'est bien connu qu'en Ukraine, ils démontent les frigidaires dans les maisons qu'ils ont bombardées parce qu'ils n'ont pas la technologie. Non, ils ont envoyé le premier homme dans l'espace. Ils ont des missiles que l'Occident n'a toujours pas. Des hypersoniques. Mais à part ça, je veux dire, ils ont besoin des frigidaires des Ukrainiens pour choper, je ne sais pas moi, des résistances, du gaz du Fréon, j'en sais rien. Donc il y a tout un silence qui se fait pour... Ah, écoutez, je vais dire une chose positive là, parce que vous avez l'impression que je fais comme ceux qui nous dirigent, que je sème la peur. Non, j'alerte, il y a un danger, mais pas la peur, au contraire, il y a une bonne nouvelle quand même. Je ne parle pas de la Chine, ça c'est énorme. Heureusement qu'il y a ça. Non. C'est pas mes sujets, donc j'écarte là. Mais pour dire, il y a quand même des points positifs. Mais il y a surtout le fait que depuis la fin du XVIIIe siècle, et là pour une fois, vous voyez, je donne le point à Voltaire. Non pas contre Rousseau, parce que Rousseau serait d'accord sur ce point-là. Il y a bien d'autres points où il s'oppose à Voltaire. Mais non, avec Voltaire, c'est une des premières utilisations de ce qu'on appelle depuis l'opinion publique. C'est dire que le pouvoir moderne ne serait pas au pouvoir sans vous. Donc il a besoin, quitte à vous mentir, à vous tromper, c'est pour ça que je parle des pulsions de mort qui progressent en silence. Il a intérêt à dire, les Russes ils vont arriver demain en Bretagne, vous avez vu, là, ils ont largué des drones, drôles de drones, hein. Il n'y avait pas d'explosifs, il y avait des sparadraps dessus, en Pologne. C'est quand même extraordinaire. Ah oui, mais enfin quand même, il y a quand même des avions, des bateaux qui ont franchi les eaux territoriales de l'Estonie. L'Estonie est dans l'OTAN maintenant, elle va voir ce qu'on va voir, la Russie. L'OTAN, c'est vrai que l'OTAN est globalement, matériellement, est plus puissante que la Russie. Si on faisait la somme, ça ne suffit pas. Hein. Au Vietnam, ça n'a pas suffi. Mais, attendez, on ne vous le dit pas. Là, il y a le silence. On fait le silence sur le fait que les bateaux russes étaient parfaitement dans les eaux internationales. Sauf que l'Estonie a décidé, sur ordre de l'OTAN, de doubler la distance de ses eaux territoriales unilatéralement, ce qui est illégal dans le droit international. De sorte que les bateaux russes se trouvaient, et ils ont fait comme Macron, ils ont essayé d'arraisonner un bateau russe. Vous avez dû voir ça sur des vidéos. Il y a 2 avions, 2 Sukhoi 27 qui sont arrivés, les bateaux n'ont pas insisté, les bateaux estoniens. Donc, tout ça concourt à déclencher une guerre. Dès que l'opinion est avec nous, on n'a plus à se gêner, vous voyez. Mais c'est dur à convaincre, parce que l'opinion avec j'allais dire, le carnaval, c'était pas grave, auquel on assiste, politique, au sommet de notre État, quand même, je veux dire, au sommet au pluriel. Hein. Moi, je ne m'attarde pas sur la personne de Macron, s'il dégage, il y en aura un autre. Hein. S'il dégage, sans changer ceux qui l'ont financé, qui nous ont sorti Sarkozy, Macron, Hollande. Ça fait dérisoire un peu. Là-dedans, le clivage gauche-droite, pas
celui que je défends, il y a une gauche et il y a une droite, mais Hollande, c'est pas la gauche. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit souvent. Si, je le répète. C'est que ceux qui se disaient à gauche du Parti communiste en 68, c'est-à-dire ce qu'on appelait les gauchistes, c'est-à-dire, j'essaie d'être très précis ce soir, la réunion au sens mathématique, demandez vos profs de maths, la réunion dans un ensemble des ordres chronologiques pour ne fâcher personne, les anarchistes, trotskistes et des maoïstes du quartier latin. Je ne suis pas en train de parler de la longue marche que ce Mao-là, je lui rends hommage. C'est pas la Chine des gardes rouges, ça. C'est pas la Chine des gamins de 15 ans qui braquaient avec une Kalachnikov un dirigeant du parti chez qui ils avaient trouvé un dindon et 3 poules et qu'ils dénonçaient comme abominable capitaliste, parce que Mao avait un peu perdu la main sur l'appareil du parti à ce moment-là. Mais ça, il y a un silence qui règne là-dessus, y compris chez les communistes. Ben voyons. Les pires anti-PC, c'était les pro-chinois en 68. Les pro-chinois parisiens. Les femmes défilaient, les femmes des pro-chinois. Le MCJL, attendez, parti marxiste-léniniste, femmes, féminin, avec un M à la fin. Ben, pourquoi pas, moi je suis ravi que des femmes manifestent, non, mais leur slogan c'était « Nous ne sommes pas castrés », vous voyez, la révolution c'était ça. Bon, puis encercler les villes par les campagnes, enfin, le folklore. Heureusement que la Chine s'est débarrassée de tout ça. Et qu'aujourd'hui elle redonne l'espoir au monde, surtout ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, qui maintenant est la majorité du monde. Et puis c'est plus des petits pays comme ça sous-développés, c'est l'Indonésie, c'est plus de 100 millions, le Pakistan c'est 200 millions. L'Inde, presque autant que la Chine. Ouais. Trump, il a essayé de dire aux Indiens, si vous achetez du pétrole aux Russes, si vous bravez l'embargo, moi je vous taxe à 50%, et alors, on dit les Indiens. Nous, on prend de l'énergie à bon marché, ça nous arrange, taxez ce que vous voulez. Ouais. La tasse, il a bu, là. Je suis en train de rappeler quoi? Que les pulsions de mort progressent en silence. C'est ce dont on ne parle pas, ou la manière dont c'est pas qu'on ne parle pas. On ne parle pas de ce que je dis, mais on habille autre chose. Il y a tout un autre discours qui nous tient en haleine. Je reviens que les Chinois vont s'emparer de tout l'océan Pacifique, les Russes vont débouler en Bretagne. Si on ne fait pas comme Macron, c'est-à-dire si on ne bombe pas le torse et si on n'envoie pas les soldats là-bas tant qu'on y est. Hein. Il n'y a plus d'argent, hein, ça vous savez. Hein. Les hôpitaux, les lycées, les universités. Je ne vais pas faire un refrain que vous connaissez bien, il est important, c'est même le plus important. Ça pourrait tout, c'est quand même la dimension économico-sociale dont un gouvernement est principalement responsable. En dehors de la sécurité, je parle ici de la paix, de la guerre et de la paix. Pas de la sécurité qui fait trembler ceux des beaux quartiers où ils n'ont jamais été aussi peinards dans l'histoire humaine. Non. Ce qui est grave, c'est ce dont on ne parle pas. C'est des histoires non restituées. D'ailleurs, je reste en philosophie. La tendance philosophique la plus importante qui ait eu lieu de toute l'après-guerre jusqu'à maintenant, la dernière en date, je veux dire, ça a été le structuralisme. Après, je ne compte même pas les nouveaux philosophes, les derniers avatars, parce que ça, c'est même pas à la hauteur. C'est plus que des clowns de médias. Mais je pense au BHL, tout ça. Non, je parle au structuralisme. Il y a quand même eu dans le champ analytique, il y a eu Lacan. Dans le champ marxiste, il y a eu Althusser, quand même. Ce sont de vrais philosophes. On peut avoir des désaccords importants avec eux, mais Foucault, etc. Mais ces gens-là ne sont pas assimilables. Hein. Je ne suis pas en train d'amalgamer l'un à l'autre. Il y en a qui pourraient récuser qu'on les classe en structuralisme, mais voilà, il y a des thèmes. Mais j'y arrive, ou plutôt j'y reviens. Vous croyez que je m'égare, hein? C'est un de ces thèmes qui était très courant dans le structuralisme, qui est fondamental. C'est la critique de ce qu'ils appelaient l'historicisme. Vous voyez ?
et la supériorité de la synchronie sur la diachronie. C'est un peu plus technique, mais non, c'est rien du tout, c'est archi simple. Pas... La synchronie, c'est tout ce qui est simultané, la diachronie, c'est tout ce qui est dans le temps. L'histoire, c'est dans le temps, donc il fallait la critiquer. Ça, c'est les marxistes là, qui donnent de l'importance à l'histoire. Je ne parle même pas de Hegel, lui, il connaît que ça, l'histoire. Non, c'est la nature qui est importante, vous savez. L'éternelle nature. Mama Gaïa. J'ai l'air de caricaturer, non. Je donne divers attributs, les uns plus caricaturaux, les autres plus graves. Mais déjà, le fait qu'il y ait un silence sur l'histoire, des fois, à la place d'un raisonnement, d'une argumentation construite dans une discussion politique, il suffirait, pour l'emporter sur nos adversaires, de restituer simplement, avec témoignages et sources, bien sûr, une séquence historique. Et j'ai vu il y a 3 jours un doc que je cherchais, enfin je ne suis pas tombé dessus par hasard non plus, mais je cherchais l'histoire de l'extrême droite américaine. Très rapidement, je vais vous la faire très courte. Il y a un mouvement dont personne ne parle, les pulsions de mort progressent en silence, mais qui a été très important aux États-Unis à une époque. Et vous mettrez ça sur vos Google ou sur vos ChatGPT, ce que vous voulez, sur vos intelligences artificielles, pour en savoir plus, un mouvement qui s'appelle les nativistes, de natifs, qui consistait à dire, il y en a marre de l'immigration, on ne doit déclarer citoyen américain, ayant des droits, etc., économiques, sociaux, que s'ils sont les descendants au sens biologique. Vous voyez, le fascisme commence. Dès qu'on est dans le biologisme, la biologie, je respecte, hein. Je ne serais pas vivant s'il n'y avait pas la biologie. Le biologisme, les descendants des Pilgrim, c'est le premier bateau, le Mayflower, qui au XVIIe siècle a fui la Hollande, n'est-ce pas? Parce que New York, avant ça s'appelait New York, ça s'appelait New Amsterdam. Hein, je profite pour recaser quelques trucs, parce qu'ils trouvaient que les autorités religieuses, écoutez-moi bien, étaient trop laxistes, je vous vous rendez compte, en Hollande au XVIIe siècle. Il fallait que ce soit vraiment des extrémistes. Pour, on dirait aujourd'hui, pardon, des intégristes. Bon, bref. Si vous n'étiez pas... Les nativistes sont ceux qui disaient ne doivent être considérés comme américains que les descendants biologiques des premiers arrivants, là. Les ch'tis, là, voilà. Alors, je me suis intéressé, et puis, il faut être juste, honnête intellectuellement, je continue ma séquence historique américaine. Jefferson, à l'époque, un des pères fondateurs, s'est opposé à eux, et on est ah oui, je vais trop vite. Ils étaient opposés aux immigrants, mais surtout aux catholiques. C'est l'intégrité protestante, ils ne voulaient plus de catholiques, donc vous voyez, tout Brooklyn, c'est un quartier d'Italiens à l'origine. Vous avez vu ça dans Le Parrain, n'est-ce pas? La communauté italienne-américaine, et les chaînes de pizza. Bon, et la mafia, pour pouvoir faire le débarquement en Sicile, les Américains ont travaillé avec la mafia. C'est bon la mafia, surtout pour le fascisme, c'est très bon. Ça s'est bien porté à Pigalle, la mafia, quand il y avait l'occupation, vous savez. Je ne rappellerai pas qu'il y avait beaucoup de Corses là-dedans, on peut me faire des ennemis, mais les noms sont célèbres. Je reviens aux États-Unis. Le mouvement contré par Jefferson, on me dirait, bah, tu vois, mais il y a quand même des démocrates aux États-Unis. Oui, je préfère Jefferson aux nativistes. Mais enfin, il était propriétaire d'esclaves, comme Washington, comme tous les pères fondateurs. Ça, on ne vous le dit pas. Les pulsions de mort progressent en silence. On fait comme s'il y avait depuis l'éternité des gens comme ça qui tombaient du ciel. Des gens bons. Il y a les gentils et les méchants. C'est le cinéma, ça. Le mauvais cinéma. Enfin, qui peut être traité d'une manière géniale. Comme dans les westerns, il y a toujours l'arrivée de l'armée fédérale à la fin avec la trompette, le clairon, pardon. Et le mouvement s'est presque éteint, et il est revenu encore plus fort en 1850,
Donc au milieu du 19e siècle, alors que là on a été, je ne vous l'ai pas dit, mais les nativistes là, qui voulaient tout réduire aux descendants biologiques des Pilgrim Fathers, c'était en 1788, vous voyez, c'était vraiment à la fin du 18e siècle. 98, pardon, à la fin du 18e siècle. Là, en 1850, ça repart encore plus fort. Et là, il y a un parti ouvertement nazi qui se met en place. Regardez les documents. À la fin de la guerre, l'heure était venue de traquer les coupables de cette barbarie. Au procès de Nuremberg, plusieurs dirigeants nazis sont jugés pour crimes contre l'humanité. Hitler, Himmler et Goebbels se sont suicidés. Eichmann et Bormann ont disparu. Il reste à capturer les milliers d'individus qui ont pris part au massacre. Une partie des services américains se lance donc dans une chasse aux criminels de guerre, mais une petite partie seulement. Robert Livingstone est un ancien du CIC, le contre-espionnage de l'armée américaine. En 1946, il est envoyé en mission dans les Alpes autrichiennes, précisément là où de nombreux criminels de guerre ont trouvé refuge. Le CIC était très préoccupé pendant quelques mois, ou peut-être une année, par la capture des nazis. Au début, c'était son principal travail, mais cela a rapidement changé. Il y avait une affiche que nous avions tous sur le mur de notre bureau. C'était une liste de gens susceptibles d'arrestation immédiate. Si vous rencontriez quelqu'un du parti nazi, vous étiez censé l'arrêter. Et je me souviens être entré dans le bureau de mon officier. Je lui ai demandé « Alors, où on en est avec cette liste d'arrestation immédiate ?» Il m'a répondu « Oublie-la, maintenant on traque les communistes. » De chaque côté du rideau de fer, c'est maintenant la guerre froide qui se prépare. La chasse aux nazis se transforme en une course au recrutement. David Murphy travaillait pour la CIA à Berlin dans les années 50. Pour lui, ce sont les Russes qui ont commencé. À Berlin, nous savions pertinemment qu'ils menaient une grande opération de recrutement d'anciens nazis et d'anciens officiers de l'armée. Mais dans les deux cas, ou dans beaucoup de cas, les Allemands eux-mêmes venaient nous voir. Et ils disaient, « Vous savez, les Russes m'ont demandé de faire ça, qu'est-ce que je dois faire ?» Ils cherchaient à les recruter. Nous savions pertinemment qu'ils cherchaient à les recruter. Et donc nous les recrutions en premier et on les retournait contre les Soviétiques. La course est lancée. Les Soviétiques ont une longueur d'avance et les Américains sont prêts à tout pour rattraper leur retard. À Bruxelles, nous rencontrons Peter Bagley. Dans les années 50, il arrive en Autriche. Quelques années plus tard, il deviendra pour la CIA le responsable mondial du contre-espionnage, section Union soviétique. Notre but était toujours de recruter des sources, des informations sur l'Union soviétique, dont nous ne savions absolument pas assez, et nous étions toujours sous pression de nos chefs à Washington pour obtenir des données sur les soviétiques. Et on a cherché partout les informations. Et c'est tout à fait possible si quelqu'un prétendait avoir de bonnes informations de l'Est, qu'on aurait pu au moins parler avec lui. À la fin de la guerre, Ladislav Niznanski est un jeune Slovaque de 27 ans. Il décide d'approcher les Américains pour les aider dans leur lutte anticommuniste. Le passé de Niznanski, les Américains le connaissent bien. Ils savent qu'il dirigeait une unité de miliciens pro-nazis rattachée à l'armée allemande. Au tableau de chasse de cette unité, une équipe d'agents secrets anglo-américains qui sera déportée à Mauthausen. C'est le seul cas à l'OSS où il y eut des prisonniers de guerre dans un camp de concentration qui furent interrogés sauvagement, torturés, puis fusillés. Pourtant, après la guerre, les Américains ont recruté Niznanski. Vous savez, les Américains ont recruté beaucoup de monde. On avait coutume de dire dans les services secrets américains, quand nous avons divorcé des Russes, nous avons épousé les Allemands. À Bratislava, nous avons retrouvé l'homme chargé par les Américains d'interroger Ladislav Niznanski le jour où il s'est présenté à eux comme un réfugié politique. Cet homme, c'est Joseph Wiesel. Bonjour, bienvenue chez nous.
Pour les Américains, Vicenne était un homme de confiance. Ils voyaient en lui une source de renseignements sur l'Europe de l'Est. Dans son bureau, il nous raconte sa première rencontre avec Nieznański. Après environ 1 heure de discussion, il s'est mis à réfléchir. J'ai compris que quelque chose se brisait en lui. Il m'a dit, « Vous savez, j'espérais rencontrer une personne avec laquelle je pouvais parler en confiance. Je ne suis pas un réfugié. Je n'ai pas besoin de l'asile politique. Je suis envoyé par les services secrets de l'armée tchécoslovaque pour espionner dans la zone américaine parmi les réfugiés politiques. » Les Américains se sont intéressés à lui à partir du moment où je leur ai dit qu'il était envoyé en tant qu'espion. Pendant notre entretien, un détail nous frappe. Ce sont ces 2 petits bustes posés sur le téléviseur derrière Joseph Vicenne. Première statuette, Andrei Hlinka, fondateur d'une milice qui porte son nom. Entraînés par les SS, les gardes de Hlinka sèment la terreur et éliminent les résistants. Seconde statuette, Joseph Tiso, chef d'un gouvernement de collaboration, responsable entre autres de la déportation vers les camps d'extermination de 70 000 juifs slovaques. Condamné à mort, il sera pendu en 1947. Ça représente qui ces statuettes ? En fait, oui, ça c'est la Confédération des prisonniers politiques. Non, je vous parle des statuettes là. La première, c'est l'ancien président de l'État slovaque. Ça c'est pour le premier. Et la deuxième, c'est Andrei Hlinka, le président de l'ancien parti politique à l'époque de l'ancienne Tchécoslovaquie. Le docteur Tiso, lui, a été élu président et il s'est avéré être un politicien de qualité. Vous avez dit tout à l'heure que vous auriez dû cacher ces statuettes. Oui, je l'ai dit, mais vous mélangez tout, vous les accusez de collaboration, mais ce n'est pas vrai, ils n'ont rien à voir avec ça. Cela n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Vicenne est un exemple parmi tant d'autres des collaborateurs plus que douteux que s'attachent les Américains après la guerre. Pourtant, Joseph Vicenne, ce n'est rien à côté des hommes de Guelen, ces fameux collaborateurs de la CIA. On mettra le lien de cette vidéo je ne suis pas conspirationniste, je ne l'ai pas trouvé pas dans les archives de Pékin ou Moscou. C'est des Américains très opposés à la Russie, mais qui rappellent cette histoire quand même. Voilà. Et le même jour, je tombe sur des enquêtes qui ont été menées par les Américains en Allemagne dès la fin de la guerre en 45, 46, 47, pour traquer n'est-ce pas, les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. C'était un peu tard pour certains dirigeants qui s'étaient flingués ou qu'on avait pendus, de Hitler à Himmler, bref. Mais il y avait plein de responsables de massacres locaux épouvantables, et plus épouvantables étant... Et puis épouvantable, je parle historiquement, hein, mais des villes... Les documents sont insoutenables. Je veux dire, je ne suis pas voyeur, donc je glisse. Mais faites-moi confiance quand je dis que épouvantable se sont déroulés. Oh, comme c'est bizarre, en Ukraine et dans les pays baltes, dites donc. C'est ceux sur lesquels s'appuie le plus Macron là pour intervenir. C'est bizarre quand même, non? Bon, ça doit être une coïncidence. Hein? Ou Paganik, un peu venimeux, qui fait des rapprochements comme ça, des amalgames, n'est-ce pas? Il y a une statue en Estonie, dans un des pays baltes. Il y avait une statue du monument aux morts soviétiques. Les soviétiques ont laissé au bagatelle 200 000 gamins sont morts pour libérer, pour chasser les nazis de l'Estonie. Ben, la statue a été abattue et elle est remplacée par celle d'un ancien SS, là. Est-ce que vous ne savez pas? Les pulsions de mort progressent en silence. C'est pas que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas les enzymes qu'il faut dans le cerveau pour avoir de la mémoire. Je reviens à ce tout à l'heure. Je ne parle pas de la mémoire biologique, là. Je parle de la vraie mémoire, celle qui compte en politique. C'est les cadres sociaux de la mémoire. Si c'est pas, il n'y a pas de relais médiatique des livres, des écoles, des cours, des programmes scolaires.
dans les médias, qui se répètent un peu souvent, parce que si je vous le dis une fois, mais que 500 000 autres fois on dira le contraire, ça ne reste pas dans la mémoire. C'est que le pays où il y a le plus de fournées envoyées dans les camps de la mort, je ne parle même pas des camps de travail, des camps de la mort, à Auschwitz par exemple, c'est les pays baltes, tiens, la Hongrie. La Hongrie de l'époque. Les Allemands pouvaient compter sur de fidèles alliés. Vous savez, parce que maintenant on vous dit, là encore je vous donne un contre-argumentaire. Bon d'accord, il y a des gens un peu bizarres là-bas dans ces pays-là, il faut qu'ils cachent un peu leur croix gammée, mais en Ukraine ils ne se cachent pas, ils ont de là jusque-là, Azov, tout ça, le bataillon Azov. Et puis il y a des rues Bandera, les rues c'est pas des têtes brûlées avinées par la vodka qui baptisent les rues d'un État. Il y a des rues Bandera. Renseignez-vous sur Bandera, demandez à votre intelligence artificielle les détails. C'est insoutenable. Contre les juifs et les communistes. Non, j'enlève le « et ». Je garde les deux identités, juifs et communistes, je le garde. Mais j'enlève le « et ». Les juifs et où. C'est bien la logique. Hein? O-N, comme on dit en informatique. Et où? Et oui. C'est maintenant qu'on oppose. Les soviétiques, c'est des antisémites, ça veut dire. Les anciens criminels, n'est-ce pas maintenant? Plutôt Hitler que le Front populaire, maintenant se débarrasse de ça sur les Russes, il faut le faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, relisez la presse de l'époque, ne me croyez pas sur parole. Vous savez que je déteste les gourous. C'est-à-dire ceux qui croient quelqu'un qui parle sur parole, parce qu'il a dit des choses intéressantes par-ci, par-là, il vous emmène en bateau. Non, vérifiez, indépendamment de moi, et vous regardez, la presse de l'époque nazie en Allemagne, l'ennemi, c'est pas les juifs et les communistes. Vous voyez, j'enlève le « et ». C'est le judéo-bolchevisme. C'est la même chose pour un nazi. D'ailleurs, Marx et Jésus. C'est des juifs, tout ça. Vous voyez, la pitié, le christianisme, je dis ça pour des sous-Nietzschéens. On ne peut pas réduire Nietzsche à ça, mais enfin Nietzsche a dit des choses catastrophiques sur la pitié, qui est un sentiment digne des esclaves. Vous savez, vous connaissez cette thématique-là, des êtres inférieurs. Même si, pour être honnête, Nietzsche, pour lui, c'est pas inférieur biologiquement, c'est inférieur. Pour lui-même se penser comme un aristocrate, non pas de naissance, comme il dit très bien, mais d'esprit. Bon. Mais enfin, je veux dire, c'est terrible ce qu'il a dit là, n'est-ce pas? Que tout ce qui est altruisme, tenir compte de l'autre, comme ça, c'est une preuve de faiblesse. Mais enfin, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous recommande, où j'essaye de, comment vous dites, dézinguer quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais beaucoup de jeunes de votre génération, la plupart d'entre vous, parce qu'il y a pas que des jeunes qui m'écoutent, me disaient, il faut que tu fasses un truc sur Rushdie. Moi, je ne connaissais pas. Bon, après j'étais ahuri, je ne savais pas qu'il y avait des gens si bêtes. Je pensais qu'ils plaisantaient au début, c'était tellement ridicule. Quoi. Bon, vous n'avez pas besoin pour faire la critique de Rushdie. Mais sur un point, oui. Parce qu'il se réclame tout le temps de Nietzsche, vous savez, c'est pour ça que j'en parle. Et pour le contredire, j'ai cité un texte de Platon qui a 2500 ans. Non, franchement. Où on voit le personnage négatif dans le dialogue qui s'appelle le Gorgias, que je vous recommande. On voit le personnage de Calliclès forgé par Platon, alors que tous les autres personnages sont des gens qui ont existé. Lui, c'est le seul que Platon a forgé pour aller jusqu'au bout de la contradiction. Et qui dit exactement ce qui est, ce que j'appelle la banalité sous-nietzschéenne, n'est-ce pas? Que tout ce qui est la pitié, le jugement des âmes, tout ça, le bien et le mal, c'est des thématiques produites par les masses, la majorité des hommes faibles pour tenir en captivité les fauves que sont les gens d'élite. Voilà, en gros. Je résume, je simplifie. Renseignez-vous. Donc, c'est dans cette vidéo que j'avais signalé ce retour en force, de la force justement. Et mais je ne veux pas quitter mon fil, à savoir toutes ces choses sur lesquelles règne le silence. Ah, on n'est pas dans le silence, il
Il y a 10 000 chaînes qui bruissent, il y a des youtubeurs, il y a ce que vous voulez, c'est un vacarme. Une rhapsodie sans suite, comme on trouve chez Kant, n'est-ce pas? Mais ça ne contredit pas mon histoire de silence. On peut faire du bruit, n'est-ce pas? Pour pas qu'on entende un autre bruit. Alors, je peux faire croire qu'il y a l'orage pour couvrir le bruit de l'avion qui va venir vous bombarder. Vous savez? On peut masquer un bruit avec un bruit. Or, dans ce qu'on est en train de taire, 3 jours avant de tomber sur le document oui, donc il y a 6 jours, le document dont je vous parlais là sur l'histoire de l'extrême droite américaine, mais renseignez-vous, c'était énorme le parti. Oui, ça a commencé, je ne vous ai pas dit le nom, alors c'était plus les nativistes, c'était les know nothing. Know du verbe connaître, hein. C'est un peu un joke, si vous voulez. C'est que, comme c'était au début une secte qui après est devenue un immense parti public et tout ça, quand on interrogeait l'un d'eux, il disait « je ne sais rien, I know nothing ». Donc on les appelait les know nothing. Ils ne savaient rien. Ouais. Encore le silence. Renseignez-vous, c'est un parti très puissant. Je dis ça parce qu'on passe mon temps à vous dire il y a 2 monstres. Le nazisme, le communisme, c'est bien ce que... ou le stalinisme, peu importe. Voilà. Et déjà, ça c'est habile, parce que moi qui ne suis ni l'un ni l'autre, je suis donc dans les bons. Et oui, on n'y pense jamais, mais c'est simple. Vous savez, Hannah Arendt, je ne suis ni nazi ni communiste, donc je suis bien. Je suis libéral. Je suis la société ouverte, comme on dit chez Popper, vous savez, celui qui a dézingué Marx et Freud. Pour qu'il n'y ait jamais des sciences humaines, mais seulement des sciences de la nature, du tout. On reparlera une autre fois de la classification des sciences. Il y a de gros enjeux. Il y a 6 jours, je tombe là sur un Américain de la CIA, je ne suis pas en train de chercher le complot, chargé justement de traquer, je reprends mon fil, les gens qui ont fait des exactions, c'est pour ça que j'ai fait des tours sur les pays baltes, la Hongrie, etc. Et chercher surtout, là où ils s'étaient planqués la plupart en 1946, par exemple, ils s'étaient planqués, pas encore en Amérique latine, certains étaient déjà partis, mais la plupart s'étaient planqués dans les Alpes autrichiennes. Bavaroise et autrichienne, hein, il n'y a qu'à franchir une frontière. Et bien, l'administration américaine, très méthodique, a fait une liste des gens qui étaient considérés comme qui avaient fait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et le gars dont je parle, Bradley, et son collègue Livingstone comme l'explorateur, Robert Livingstone, celui-ci, pour vous donner les sources, arrive devant son second au bureau, il prend ses fonctions pour la traque des nazis, il dit « Alors, cette liste, on en est où ?» C'est ce qu'il lui répond l'autre, le chef de service. « Laisse tomber. Ça c'est terminé, maintenant on traque les communistes. » En 1946, dès que la guerre froide commence, on rate une chance, vous savez, je dis ça avec beaucoup de tristesse. C'est un euphémisme. On aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire et sans précédent. Après avoir ouvert les camps, c'est les soviétiques qui ont ouvert Auschwitz. Je rappelle au passage, je ne veux pas m'interrompre, parce que c'est le même sujet, que les premiers bruits qui ont couru sur les horreurs qui se passaient dans les camps d'extermination, les anglo-américains, je parle des services de renseignement, on dit au départ, il ne faut pas y croire, c'est la propagande des communistes, ça, qui veulent nous monter contre les nazis. Vous savez que les Américains ont mis beaucoup de temps à rentrer en guerre. Quand ils ont débarqué en Normandie, les Russes avaient déjà 30 millions de morts dans les godasses et ils étaient déjà aux portes de Berlin, en gros. Hein. En tout cas, à la Vistule. On ne dit pas tout ça. Les pulsions de mort progressent en silence. J'essaye de faire progresser, contre ce silence, des réalités que vous pouvez vérifier.
que vous devez vérifier. J'ai interrogé récemment des profs sur les programmes d'histoire officiels. Je suis effrayé. L'Europe, c'est les institutions européennes, l'histoire de l'Europe. Je parle dans le secondaire. Hein. Le Parlement, la Commission européenne, la Cour de justice. Voilà. L'Union soviétique, c'est le goulag. C'est fantastique, quand même, là, comme réduction. Bon, bref. Je reprends mon fil. Laisse tomber maintenant. C'est au moment où on aurait pu faire I had a dream, comme disait Martin Luther King, n'est-ce pas? Renseigner dans les écoles du monde entier pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Voilà, il ne faut plus parler en termes d'identité, de race, c'est pas ça qui est déterminant. Je vais vous exaspérer avec mes apparentes digressions, mais non, il faut bien que j'illustre ce que je dis. Quand je dis que ce n'est pas la race qui est déterminante, ce n'est pas une opinion à Pagani. C'est que les pires des racistes eux-mêmes sont obligés d'avouer que ce n'est pas ça qui compte. Où je vais en venir? À quoi je fais allusion? Certains l'ont déjà deviné, l'inénarrable Lothrop Stoddard. Je dois sa découverte à notre regretté camarade que nous avons perdu il y a quelques années, Domenico Losurdo. Notre camarade italien qui parcourt toute son œuvre avec son génie de sourcier à trouver. Justement, lui, il reconstitue l'histoire réelle. Ce type dont personne ne parlait, c'est un Américain qui vivait fin 19e siècle, en gros, et qui était pathologiquement raciste. Ce moment-là, il ne parle jamais des Juifs, parce que dans le Middle West, là, c'était les Indiens le danger, ce n'était pas les Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas encore... ça va venir plus tard, un peu, là, dans le mouvement que je vous dénonce tout à l'heure, de l'extrême droite dans les années 30, mais ça, bien avant, il y avait déjà un racisme terrible. D'ailleurs, vous avez tous entendu dire qu'un bon Indien, vous terminez ma phrase, c'est un Indien mort, n'est-ce pas? Les Indiens, les Noirs, et puis ça a commencé un peu sur la côte Pacifique, les jaunes, hein, les Japonais, là. Bon, je conseille pour ce qui est des Japonais, c'est sous-estimé, là aussi, il y a un grand silence. Il y a eu des pogroms de Japonais en Californie. Et pour ça, je vous conseille un magnifique film avec Spencer Tracy, celui qui a joué le film, la version originale du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un film qui s'appelle Un homme est passé, qui semble un western, mais non, il y a des voitures modernes, tout ça, mais dans une ville perdue du Middle West. Voilà, je vous le raconterai une autre fois, mais c'est un ancien camarade de guerre qui vient voir son ami d'origine japonaise et tout le long du film, le village ne veut rien lui dire et même fait tout pour qu'il déguerpisse parce qu'on ne veut pas dire qu'il a été lynché. Enfin, voilà. Alors, non mais, où je veux en arriver? C'est que ce Lothrop Stoddard, je ne perds pas mon fil, je vais vous montrer que même les pires des racistes finissent par dire que ce n'est pas une question de couleur ni de physique. Vous les classez comme ça, les races, des races les plus éminentes, les plus supérieures. Pour lui, c'est les Scandinaves. C'est toujours germanique hein, au départ. Mais les purs, c'est germanique. Pas ceux qui, en Allemagne, sont déjà mélangés avec des tas d'autres choses là, du continent. Les germaniques, les Scandinaves, hein, puis on descend les Allemands. Voilà, et puis après, les gens comme moi, les Corses, les Métèques, les Italiens, tout ça, c'est même pas la peine d'en parler. Mais entre les deux, il y a des cas un peu compliqués. Pour lui, c'est la Suisse, alors quoi? Il la classe en quoi? Et il a trouvé la race alpine. Vous voyez, ça ne va pas chercher loin. Non, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quand il les classe, il dit, et il faut compter parmi les races inférieures, les Noirs, les Jaunes, je ne parle pas encore des Juifs, les Noirs, les Jaunes, les Indiens, et les socialistes blancs qui les défendent. Mais quel idiot! Ouais, il tombe le masque, il ne s'en aperçoit même pas. C'est une race inférieure, même si on est blanc, d'être de gauche, quoi. Voilà. Lothrop Stoddard, renseignez-vous, oui, pardon. S-T-O-2-D-A-R-D. Et Lothrop, L-O-T-H-R-O-P. Laissez-moi vous appeler Lothrop. Jamais on parle de tout ça. C'est l'histoire qui nous a produit tout ça, dont on est le résultat. Comment il dit Hegel? Le résultat n'est rien sans son devenir. Qu'est-ce qu'il dit Marx? Que ces avancées, ce qu'il a pu faire comme avancées, sont la synthèse de 3 apports historiques. L'économie politique anglaise,
l'action politique française, pour laquelle il avait beaucoup d'admiration, et la théorie allemande. Vous savez, il en faut des siècles pour produire déjà tout ça. Alors, ceux qui se disent marxistes et qui ignorent complètement, n'est-ce pas, ne serait-ce que le romantisme allemand d'où Hegel est sorti. Et c'est quand il en est sorti, justement, qu'il est devenu Hegel. Un Hegel qui compte. Restituer la séquence historique. Essayez de faire ça. Ne vous laissez pas compter ne laissez pas la légende remplacer l'histoire. Freud, je reviens à lui, disait aux gens qui venaient le voir pour être traités par lui, leur disait « Datez vos souvenirs. Faites un effort. Essayez de dater vos souvenirs. » Quel rapport? Enfin, si vous voyez déjà le rapport avec l'histoire, les dates. Datez vos souvenirs, parce que si vous ne prenez pas des dates avec des références objectives précises, que ça c'était ça, mais ça c'est avant, non, ça c'est plutôt après, si vous ne le faites pas, très vite, pour chacun d'entre nous, on croit qu'on se rappelle bien, et en fait on a déjà tout transformé dans la mémoire. Et la légende a remplacé l'histoire. Au niveau de chaque individu, alors vous imaginez quand c'est la propagande collective cette fois, et non plus des sujets individuels. Voilà. Je crois que dans les prochaines interventions, je ne vais pas vous saouler trop longtemps, dans les prochaines interventions, j'ouvre un cycle là, je vous l'ai dit ce soir, où je vais essayer de rassembler tout ce qui a fait que les horreurs liées au Troisième Reich et à l'extrême droite mondiale en général et nazie en particulier, ne sont pas tombées du ciel comme ça par hasard. Il n'y a pas ici des méchants, ici des gentils, il y a toute une causalité, une séquence historique où le capitalisme est mouillé, si c'était que jusqu'au coude, jusqu'aux orteils. Voilà, et je laisserai quelquefois sans commentaire sur Facebook, et là, sur YouTube, nous mettrons le lien pour ce qui est d'aujourd'hui sur les deux sources que je vous ai données. La première qui fait l'histoire du mouvement nativiste, suivie de Know Nothing, pas, et vous verrez beaucoup de croix gammées, et vous dites, mais ça a été filmé à Nuremberg en 1936. Non, 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 non. On est à Chicago, on est à New York. Il faut les normes. Et avec des complots. Des complots de ces nazis-là. Et par la suite, celui à qui on a dit, écoute, on enquête sur les SS, tout ça, laisse tomber maintenant. 1946, c'est la chasse aux communistes. Et la guerre froide commence. Si j'étais religieux, je ne le suis pas. Mais ça ne veut pas dire que la religion n'est que des bêtises. La notion de péché originel n'est pas aussi idiote que ça. Même si Voltaire dit que c'est stupide, à quoi Pascal répond, façon de parler, parce que Pascal est mort bien avant Voltaire, de sorte que... Enfin, les phrases de Pascal sont tellement belles que je ne vais pas les déformer. Que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Oui, non, allez, soyons sérieux. Je ne suis pas dans le religieux. Le péché originel de notre époque, là, contemporaine, à nous, en ce terme que je dénonçais tout à l'heure en Occident, c'est-à-dire à nous plongés dans la menace de guerre la plus terrifiante qui soit, celle dont Einstein disait il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, ou alors la quatrième se fera avec des cailloux. C'est terrifiant, hein, ça. Et je vous dis qu'on n'en a jamais été si près. Ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu. Ça dépend de vous. Et de chacun et de chacune. Pour avoir développé à ce point les tensions qui sont en train d'apparaître de tous les côtés maintenant, vous voyez bien, hein, vous avez vu, à Madagascar, un coup d'État, il y a des fuites partout, des fuites au sens de fuite du circuit d'eau, hein, ou de gaz. Il s'en passe quand même. Regardez au Maroc, qui pensait? Le royaume chérifien, c'est quand même pas une dictature, c'est bien, c'est nos amis, c'est les amis sur lesquels compte Macron pour s'allier contre l'Algérie, en fait. Ah, et maintenant, il faut qu'il assume sa jeunesse, l'autre là, le roi. Donc, j'annonce ce cycle, plus celui qui dit qu'on va faire la traque, je repars de là et je finis là-dessus.
au lieu de commencer le plus jamais ça, j'y reviens tout le temps, car c'est le début de mes vidéos, les toutes premières. Je suis né en 1945, si vous voulez. Le plus jamais ça a un sens quand même pour ceux qui sont nés vers cette époque-là. Voilà, maintenant tous les hommes peuvent s'unir ensemble pour dire on peut avoir des différences, des opinions, des divergences, et tant mieux, c'est ce qui fait la riche diversité du monde. C'est toujours une richesse, mais ils peuvent s'unir au moins sur certains points, dont le plus jamais ça. Plus jamais l'insoutenable. Je vous renvoie aux sources auxquelles je faisais allusion et qui seront inscrites lorsque cette vidéo sera en ligne. Cet enregistrement, pardon, sera en ligne. Donc, voilà, j'ouvre un cycle sur le fait que depuis la Révolution française, nous sommes, je l'avais déjà dit, mais je le répète pour le nouveau, en permanence à faire une alternance entre les révolutions et les contre-révolutions. Et la pire des contre-révolutions, à ce jour, ça avait été le Troisième Reich. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose d'encore pire. Je vous souhaite quand même une bonne soirée, et je vous ai dit qu'il y a des raisons d'espérer quand même. C'est que, s'il y a tant de propagande, c'est parce qu'on a besoin de vous, de votre accord pour faire la guerre. C'est un peu mieux que l'époque où les émissaires du roi, quand ils mobilisaient, venaient dans les fermes, au point que les paysans, des fois, se coupaient le doigt, là, se cisailler l'index pour ne pas tirer sur le fusil, pour ne pas partir à la guerre, vous voyez. Bon, ça, on a besoin de vous, il faut vous convaincre. Et là, cessez de m'écouter, écoutez France 24, TF1, LCI, Europe 1, Arte, oui. Ah, c'est pas de même qualité tout ça, mais politiquement, il n'y a rien de très éloigné dans tout ça. Très bonne soirée, n'oubliez pas que les pulsions de mort progressent en silence. Grand merci à Adrien, qui traverse toute la région parisienne en vélo, pour venir vous donner matière à réflexion. Merci mille fois à Adrien, à vous, à votre fidélité, et à la prochaine fois.